doctor Alberto Sánchez Hernández, a nombre de la directora general, de la directora de la sede sur del CINVESTAV, la doctora Claudia Espinosa, y a nombre del Pleno del Departamento de Investigaciones Educativas, les doy la más cordial bienvenida a este evento, esta conferencia de la doctora Anne-Marie Chartier en el marco de la Cátedra Emilia Ferreiro. La Cátedra Emilia Ferreiro, como casi todos ustedes saben, es una cátedra del CINVESTAV en honor a Emilia Ferreiro, sobre temas que tienen que ver con alfabetización y cultura escrita, desde la psicogénesis, en el diálogo entre la psicogénesis y otras miradas, y desde otras perspectivas también. Es una cátedra que nos permite invitar a distinguidos especialistas en estos ámbitos, como a quien tenemos el día de hoy, la doctora Anne-Marie Chartier. Así que sean todos cordialmente bienvenidos. Espero que tengan sus equipos para la traducción simultánea, y le doy la palabra a Elsie Rockwell, quien hará la presentación. Muchísimas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, ok, perdón. Muchísimas gracias, Eugenia, por acompañarnos en este día, y sean bienvenidos todas y todos quienes están en la sala y también quienes están escuchando en línea. Tengo el gran honor de estar presente hoy con la doctora Anne-Marie Chartier para presentar esta conferencia en el marco de la cátedra, como dijo Eugenia, de Emilia Ferreiro. Emilia Ferreiro, como muchos saben, nos acompañó desde el 1980 y nos ha dejado un gran legado del que tenemos la responsabilidad de continuar, ¿no? Lamento que no nos hayan podido acompañar su hija Valeria García y Arisbeth Soto, su gran colega también, por razones de salud no pudieron estar, pero mandan un saludo a todos. También quiero primero agradecer al enorme equipo que hizo posible este evento hoy, y los voy a dar, para empezar, al propio CINVESTAV por haber establecido esta cátedra, y obviamente a la sede sur por todo su apoyo logístico y mediático, sobre todo a nuestra jefa Eugenia Roldán y a todos los profesores que estuvieron de acuerdo con esta conferencia en el marco de la cátedra. Agradezco también a todo el enorme equipo que hizo posible esta conferencia, a mi auxiliar Cecilia Oviedo, Juana García, mi secretaria, a Valery Solares, Irlanda Santos, que están ahí monitoreando los mensajes en chat. También agradezco a Patricia Jardón, de diseño, Berta Vivanco y Reni Saavedra, y todos los de medios que han hecho posible las transmisiones, y a las traductoras que nos acompañan también, desde luego, Linda Villagómez y su compañera. Y especialmente también a la bibliotecaria Socorro Miranda, que ha hecho una exposición de los materiales que los invito a todos a conocer en la biblioteca, donde están materiales publicados por Anne-Marie Chartier y otros de sus del tema. Entonces voy a pasar brevemente a presentar a nuestra querida colega. Es muy difícil para mí porque, bueno, yo conozco a Anne-Marie Chartier desde hace como 30 años, es amiga y colega, compartimos muchísimas perspectivas sobre lo que es la enseñanza y la cultura escrita, y pues no puedo dejar de decir que ella viene de un pueblito en los Alpes, un pueblo de 400 habitantes, que fue a una escuela multigrado donde su mamá era la maestra rural. Entonces comparte una visión de la educación que pues para nosotros ha sido prioritaria durante todo este tiempo, ¿no? Y también no omito decir que ella estudió filosofía en lo que es la Normal Superior de París, que si conocen París saben que es
un lugar muy especial, donde estuvo en la carrera de filosofía con muy ilustres profesores y después pudo trabajar también su tesis y sus trabajos con gente como Desertor, Ricoeur. Tiene un legado teórico muy amplio en ese sentido. Y luego estudió, pues se doctoró en Ciencias de la Educación en la Universidad de París y fue profesora de la Escuela Normal de Versalles, formadora de maestros, y del Instituto Universitario de Formación de Maestros ahí. Posteriormente se le contrató en el Instituto Nacional de Recherche Pédagogique, en el Servicio de Historia y Educación, y gran parte de su producción ha sido sobre la larga duración de la historia de la cultura escrita, de la lectura y de la escritura, que son sus últimos 2 volúmenes muy importantes de su carrera, ¿no? Ella también ha trabajado sobre las prácticas docentes, las prácticas de formación de profesora, y bueno, tiene numerosas publicaciones. Discursos sobre la lectura fue de las primeras. Todas estas publicadas en español y ustedes pueden verlas en la biblioteca para tomar nota, ¿no? Un libro muy especial fue publicado por Daniel Golding en México, la lectura, ¿cómo se llama? Enseñar a leer y escribir, que está accesible a todos los que puedan estar interesados en conocer su trabajo. Entonces, pues me da muchísimo gusto pasarle la palabra. Les voy a comentar una cosa. No va a haber un PowerPoint de ella, pero hicimos un PowerPoint, va a hablar en francés con la traducción, pero hicimos un PowerPoint solamente de los títulos, subtítulos, para que ustedes se puedan guiar en la presentación. Y bueno, sin más, adelante, mi querida colega Anne-Marie Chartier. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿No? Bueno, buen día a todos et todas. Je m'excuse de ne pas parler en espagnol, malheureusement. J'essayerai de faire mieux la prochaine fois. Alors, je veux évidemment commencer à remercier le Cinvestav pour avoir créé cette chère Emilia Ferrero, qui me permet d'avoir l'honneur de parler aujourd'hui. Et je remercie pour l'invitation Claudia González, responsable du CEDESUL, pour son appui, et Eugenia Roldan, responsable du département, et évidemment tous les collègues chercheurs qui ont appuyé cette invitation. Et je remercie évidemment mon amie Elsie, mais aussi toute l'équipe qui, avec elle, a travaillé à préparer cet événement et les différents séminaires qui ont commencé à avoir lieu cette semaine. Et puis enfin, merci à vous tous d'être là aujourd'hui dans cette salle. Merci aussi à ceux qui écoutent en ligne, puisque j'ai appris que la séance était diffusée à l'extérieur. Et je remercie les traductrices, évidemment, pour le travail qu'elles vont faire de présentation de cette allocution sur Emilia Ferrero. La chaire qui porte le nom de Emilia Ferrero a été instituée récemment. Et évidemment, c'est un grand honneur pour moi de prononcer cette première conférence en son honneur. C'est un geste d'autant plus téméraire que je n'ai jamais travaillé avec Emilia directement, même si j'ai eu le privilège d'être proche d'elle durant plusieurs années. J'ai entendu parler d'elle évidemment en Argentine avec ses collaboratrices avec qui j'ai travaillé, Anna Teberovsky, Delia Lerner, Mirta Castedo. Et puis j'ai entendu parler de ses recherches en même temps lors d'échanges informels dans les marges des colloques et des séminaires, lorsque je l'ai rencontrée à Paris avec son amie Claire Blanche Benveniste, la linguiste,
ou à Barcelone lors d'un colloque en son honneur avec Clotilde de Pontecorvo et Marina Pastucci, avec qui on a fait un certain nombre de recherches de terrain. Et puis bien sûr, je l'ai rencontrée à Mexico quand j'ai été accueilli chez elle avec Jean Hébrard, avec qui j'ai beaucoup écrit. C'est beaucoup grâce à Emilia que le livre Discours sur la lecture a été traduit en espagnol, ce livre que Jean Hébrard et moi avions publié ensemble à Paris en 1989 et qui a été traduit en espagnol en 1994, il y a juste 30 ans. Le temps a passé, ce dont je lui suis restée quand même très reconnaissante. Alors, pour commencer, je voudrais insister sur un paradoxe. Emilia Ferrer était psychologue et je ne suis pas psychologue. Mon métier, c'était de former des maîtres de l'école primaire française. Et je me suis donc intéressée à la pédagogie, à la pédagogie de la lecture et de l'écriture au moment où cette question était au centre des grandes polémiques en France et ailleurs. Or, ce que Emilia redoutait le plus, c'était justement que le résultat de ses recherches soit transformé en méthode d'enseignement de la lecture, en théorie didactique appliquée. Comme les étapes de la psychogénèse de l'écrit décrivaient une progression, la tentation était effectivement très grande de définir une progression d'enseignement en passant de la description psychologique à la prescription pédagogique. Et cette confusion est fréquente, elle avait conduit déjà les pédagogues qui avaient lu Piaget à enseigner aux enfants comment passer des stades des opérations concrètes au stade des opérations formelles aux États-Unis, à Genève et en France. Alors, ceux qui avaient lu Emilia ont imaginé immédiatement des méthodes pour faire passer les enfants de l'écriture présyllabique à l'écriture syllabique et à l'écriture alphabétique. Moi, je pense que je n'ai jamais cédé à cette tentation. En revanche, les recherches d'Emilia m'ont obligé à envisager, l'usage dans la formation des maîtres sous un jour nouveau. Elles m'ont aussi été une référence quand j'ai voulu reconstituer l'histoire ancienne de l'alphabétisation scolaire en remontant loin dans les siècles passés. Mais évidemment, c'était impossible de repérer les étapes de la psychogénèse de l'écrit avec les écoliers du XVIIe siècle. Donc il fallait trouver d'autres voies, et j'en ai parlé avec Emilia. Ce que je peux dire néanmoins, c'est que de façon directe ou indirecte, les discussions avec elle, les lectures que j'ai faites d'elle ont contribué à ma formation intellectuelle et à ma formation professionnelle, et c'est sur quoi je voudrais revenir aujourd'hui. Premier point, je voudrais parler de l'expérience de l'échec scolaire. Emilia a été confrontée à l'échec scolaire quand elle est retournée à Buenos Aires en 1971 après sa thèse avec Jean Piaget. Avec son premier groupe de recherche, elle s'est entretenue avec des enfants de milieux populaires que la pratique intensive d'une pédagogie du B à bas ou des lignes de copie d'écriture ne permettait pas d'alphabétiser. Constater concrètement l'ampleur de l'échec scolaire précoce n'a pas cessé de constituer pour elle un objet de scandale. Il mettait en péril la scolarité ultérieure des enfants. Cet échec perturbait aussi leur relation spontanée aux écrits sociaux qui étaient présents dans leur environnement. Alors, à la même époque, j'ai fait la même expérience qu'elle, puisque j'ai été nommée à l'École normale de Versailles au moment des grandes réformes des années 70. La scolarité avait été prolongée jusqu'à 16 ans, si bien que l'enseignement secondaire, qui était longtemps réservé à une élite, à une minorité, était devenu obligatoire pour tout le monde. Or, cette démocratisation de l'enseignement
avait produit une augmentation énorme de l'échec scolaire dans le collège et aussi dans l'école primaire. Les 3/4 des élèves, à l'époque, entraient au collège avec 1 an, 2 ans, 3 ans de retard. Et les élèves en échec en lecture redoublaient 1 fois, 2 fois, 3 fois les classes d'alphabétisation. Et puis, ils étaient orientés vers une classe, automatiquement, vers une classe de perfectionnement, ce qu'on appelait une classe de perfectionnement. Et les maîtres qui les recevaient étaient ceux on réunissait les enfants qui étaient jugés incapables d'apprendre à lire. Alors, ces classes spéciales, classes de perfectionnement, étaient restées très peu nombreuses jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, mais elles s'étaient multipliées avec l'exode rural vers les villes et la prolongation de l'obligation. En 1939, à la veille de la guerre, on comptait 250 classes de perfectionnement dans toute la France, ce qui était très peu. Alors que, pour ces déficients, incapables d'apprendre à lire normalement. Mais en 1973, il y en avait 16 700 et on réclamait davantage de classes pour recevoir ces enfants en échec scolaire. Les psychologues pensaient que 5 à 6% d'une classe d'âge relevait des structures spécialisées. Tous les syndicats réclamaient des postes, des formations, des diplômes pour des maîtres spécialisés, mais du fait de la pénurie de candidats, on nommait seulement des jeunes remplaçants sans formation. Alors, d'où provenait cette croissance impressionnante de l'échec scolaire en lecture? À l'époque, c'était encore une énigme. J'ai pu en comprendre l'origine beaucoup plus tard, en remontant au début de la scolarité obligatoire imposée par Jules Ferry en 1882. Cette obligation avait eu beaucoup de mal à rentrer dans les mœurs, et au début des années 1900, on constatait que beaucoup d'élèves semblaient incapables d'apprendre à lire. Pour les responsables politiques, il semblait absurde d'infliger une scolarité inutile à des enfants qui étaient inaptes ou qui étaient rétifs à l'école. Et en 1904, le ministère a cherché un instrument de diagnostic commode. Il a demandé à Binet de construire ce qui est devenu la fameuse échelle métrique de l'intelligence, à partir des preuves orales de type scolaire. Alors, cette échelle métrique donnait ce qu'on appelait l'âge mental des élèves. Binet rejetait la psychologie des facultés idéalistes et il avait adopté une approche totalement expérimentale. Il disait « l'intelligence, c'est ce que mesure mon test ». Alors, cet instrument a eu un destin énorme, puisqu'il a institué de nouvelles catégories de pensée qui imprègnent aujourd'hui encore nos manières de voir, tellement elles semblent relever du bon sens. On pense qu'un enfant mentalement normal peut suivre le curriculum scolaire sans retard, comme la majorité des enfants de son âge. Et qu'un enfant en avance sur son âge a une intelligence supérieure. Et puis inversement, le retard plus ou moins accentué permet de situer les enfants anormaux sur cette échelle de développement. Binet, il appelle les enfants qui ne peuvent pas apprendre à parler débiles profonds. Les enfants qui apprennent à parler mais qui n'apprendront jamais à lire ni à écrire, débiles moyens. Et puis, entre les enfants normaux qui parlent comme il faut et qui apprennent à lire, il y a ces nouveaux débiles légers qui sont révélés par la réalité de l'école obligatoire. L'école obligatoire a fait surgir une nouvelle catégorie sur l'échelle métrique de l'intelligence. Ce que Binet nomme aussi les anormaux d'école. Ils pourront apprendre à lire seulement s'ils sont dans des classes spécialisées où des maîtres particuliers prennent du temps pour leur permettre de se perfectionner. C'est pour ça que les classes s'appellent les classes de perfectionnement.
Ainsi, entre l'acquisition du langage naturel et l'apprentissage de la langue écrite, le test de Binet a institué, sans le dire explicitement, une différence de degré et non pas une différence de nature. Entre le moment où il apprend à parler et le moment où il apprend à lire et à écrire, un enfant normal franchirait 2 niveaux du développement humain intellectuel. Au début du XXe siècle, la société et les décideurs étaient assez imprégnés d'écrits pour que les élites considèrent spontanément le savoir lire-écrire comme relevant d'une aptitude mentale innée, une preuve d'intelligence humaine, et non pas comme l'acquisition sociale d'un artefact finalement très récent à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Alors, le test de développement mental de Binet a été transformé en quotient intellectuel, comment on dit, IQ? En 1912, il a été revu en 1939 par Wechsler, et il a fait le tour du monde, et il existait en Argentine au moment où Emilia est revenue de Genève. Alors cette conception a été adoptée dans tous les pays d'Amérique latine, et lorsqu'Emilia a conduit ses premières recherches à Buenos Aires, il y avait un test de maturité pour déterminer si un enfant pouvait ou non entrer dans la classe, dans l'école primaire, s'il était ou non apte à apprendre à lire. Ce test, qui s'appelait le test ABC, avait été conçu par un Brésilien, Lourenço Filho, qui était un membre éminent du mouvement escalanoviste au Brésil, d'avant-garde. Ce psychologue, il s'inscrivait dans le courant moderniste de la psychologie expérimentale, comme Binet, et comme l'élève de Binet, le successeur de Binet au Collège de France, Henri Pierron. À l'époque, personne ne doutait de la scientificité de ce courant de recherche en psychologie. Emilia a été sollicitée pour moderniser ce test qui datait des années 1930, mais elle a refusé, déclarant clairement qu'elle rejetait comme discriminatoire la politique des tests. Plus tard, quand elle a travaillé avec Margarita Gómez Palacio, qui était responsable du système d'éducation spécialisée au Mexique, le système qui était destiné aux enfants souffrant de troubles de l'apprentissage, la recherche qu'elles ont conduite ensemble refusait de postuler a priori une cause pathologique à l'échec en lecture. C'était une position paradoxale, puisque tout le secteur de l'enseignement spécialisé, où travaillait Margarita Gómez Palacio, était construit sur ce postulat. Et Binet n'avait pas seulement modifié les catégories de pensée, il avait permis la mise en place d'institutions, des outils, des prises en charge, des corps de spécialistes, des instituts de formation, des revues de recherche, des budgets, bien sûr, de l'argent. Or, c'est une chose de récuser une hypothèse scientifique en disant qu'elle est erronée, mais c'en est une autre de saper les fondements de toute une série d'institutions qui font vivre de nombreux professionnels. Emilia Ferrero récusait cette confusion entre l'intelligence mesurée par les tests et l'aptitude à la lecture. On peut le voir dans les 2 livres qui ont eu beaucoup de succès. Le premier, justement, avec Anna Taberowski, qui est paru en 1979, qui est Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño, et le livre qu'elle a écrit avec Margarita Gómez Palacio, El niño es preescolar et su comprensión del sistema de escritura, qui est paru en 1982. C'est en 1979, à cette époque, qu'elle est venue en France pour la première fois pour un grand colloque organisé par le ministère de l'Éducation. Et c'est là tous les spécialistes francophones de la lecture et de l'échec
à l'apprentissage de la lecture étaient réunis, et c'est là que je l'ai rencontré pour la première fois. Alors, quels étaient ces débats entre spécialistes de la lecture dans les années 70-90? À l'époque, on commençait à avoir des doutes sur la relation entre le quotient intellectuel et l'échec en lecture. Mais on continuait à analyser l'acte de lecture avec deux notions, un binôme, code, compréhension. Alors, le diagnostic des années 70-80, la grande nouveauté, c'était le diagnostic de la dyslexie. Alors, les grandes vedettes du colloque, c'était des médecins neurologues spécialistes. Ils s'intéressaient aux enfants, ils disaient 8% d'une classe d'âge, qui avaient un quotient intellectuel positif, normal ou supérieur, et qui pourtant ne parvenaient pas à apprendre à lire. C'était la première chose qui remettait en cause Binet. Ces enfants dyslexiques n'arrivaient pas à automatiser le processus de décodage. Leur restait incertaine, lente, fatigante, même quand il y avait eu des rééducations laborieuses. Comme pour le quotient intellectuel, il y avait un test de lexicométrie pour classer les enfants en dyslexique léger, dyslexique moyen et dyslexique profond, selon l'importance du trouble. Et la dyslexie, comme le quotient intellectuel, était attribuée à des causes internes, héréditaires ou congénitales, des problèmes à la naissance de l'enfant ou l'origine familiale. Donc ça tenait à la nature de l'enfant. Ni la famille, ni l'école, ni la société ne pouvaient être tenus responsables de cette difficulté de lecture des enfants. Alors, dans ce grand colloque, en face des partisans de l'innéité des troubles, il y avait évidemment un ensemble d'autres participants qui montraient l'importance des facteurs externes. Les méthodes de lecture étaient absurdes, disaient les didacticiens. Les psycholinguistes montraient les questions de maîtrise de la langue orale insuffisantes pour certains enfants, les blocages affectifs, disaient les psychanalystes, et le fossé culturel entre la famille et l'école, disaient les sociologues. Les enfants en échec étaient majoritairement issus de milieux populaires, et donc ils étaient bien trop nombreux pour que le quotient intellectuel ou la dyslexie puisse rendre compte d'un échec aussi massif lié à une origine de classe. Si l'origine des troubles était génétique ou neurobiologique, congénitale, il aurait dû être réparti également dans toute la population. Or, pourquoi ce handicap aurait prioritairement frappé les enfants du peuple? Donc les débats étaient très vifs, très violents entre participants. Pourtant, tous les participants, opposés sur l'origine innée ou acquise des troubles, concevaient l'apprentissage à partir de la lecture qui était la lecture visée au terme de la scolarité, c'est-à-dire la lecture silencieuse, rapide, flexible de l'adulte. Même s'ils divergeaient sur les procédures pour enseigner ou pour rééduquer, seul un enseignement systématique permettait à des enfants analphabètes de découvrir les règles de l'écriture alphabétique. Alors, c'est contre ce modèle de lecture adulte que Emilia a proposé un nouveau point de vue. Cette évidence partagée était remise en cause par l'intervention d'Emilia. Aujourd'hui, ça nous semble facile de concevoir que les enfants s'approprient la langue écrite bien avant qu'elle leur soit enseignée, parce que depuis 50 ans, la psychogénèse de l'écrit nous est devenue une chose familière, même quand on n'a pas lu Emilia. Mais à l'époque, la plupart des participants n'ont même pas perçu la nouveauté de son point de vue. J'ai relu les actes du colloque et je me suis rendu compte que seuls quelques auditeurs
ont perçu le retournement théorique que les recherches d'Emilia proposaient. Ces auditeurs, il y avait un linguiste, un psychologue et 2 psychanalystes, c'est-à-dire des gens qui travaillaient avec de très jeunes enfants selon une approche clinique. Alors, je voudrais m'attarder un moment sur cette question de la méthode clinique entre la théorie et les études de cas. Il me semble que il faut comprendre pourquoi la méthode clinique a une telle importance dans le travail théorique. Elle a une importance non pas simplement descriptive, mais épistémologique. À Buenos Aires, quand Emilia était étudiante, les cours de psychologie n'avaient rien de concret pour étayer leur enseignement. Les seuls qui pouvaient parler en conjuguant l'exposé des théories et une expérience pratique, c'étaient les psychanalystes. Emilia disait « C'est ainsi que l'on classe les enseignants à la faculté de psychologie. D'un côté, celui qui parle à partir de sa pratique, et de l'autre, celui qui parle à partir de ses lectures. C'est pourquoi les entretiens avec les enfants ont toujours été au centre de ses recherches, pour elle comme pour ses étudiants. La méthode clinique consiste à réunir 2 choses disjointes et hétérogènes, du singulier, du cas particulier, et puis du général et du discursif. Les données empiriques viennent de l'expérience, et le cadre théorique détermine les objets de l'observation. La relation avec chaque enfant est singulière. Chaque entretien est un cas particulier. Pour autant, je la cite, « Ce n'est pas la lecture directe de l'expérience qui forme l'esprit, mais c'est l'esprit qui analyse les données de la réalité à partir d'un certain degré de théorisation. Ce qu'elle exprime ne vaut pas seulement pour la psychologie génétique de Piaget, mais pour toute approche clinique. Un médecin qui veut faire un diagnostic, le psychanalyste qui écoute un patient, l'anthropologue qui décrit une cérémonie, un rite religieux, tous mobilisent des savoirs théoriques et les savoirs d'expérience pour étudier le cas singulier qui se présente devant eux. Alors, ce qui fait la nouveauté d'Emilia, c'est qu'elle a mis la théorie constructiviste à l'épreuve de réalité autre que celle étudiée par l'école de Genève, sur les classifications, les sériations, la conservation. Elle s'est intéressée à l'acquisition du langage, qui ne faisait pas partie au point de départ du cadre piagétien. Elle a ainsi montré dans sa thèse comment les phrases passives, qui sont si difficiles à comprendre pour les jeunes enfants, et que l'apprentissage de leur signification relève des mêmes processus d'acquisition que l'acquisition de la permanence de l'objet. À l'époque, la question du langage était un enjeu théorique très fort. Le modèle le plus répandu était le comportementaliste de Skinner. Le schéma stimulus-réponse, par imitation et répétition, semblait la clé de tous les apprentissages, y compris l'apprentissage du langage, ce que critiquaient Piaget et Chomsky. Or, Chomsky avait ruiné la théorie de Skinner sur l'apprentissage par imitation, en montrant que tous les enfants inventent des mots qu'ils n'ont jamais entendus, des fausses terminaisons verbales, des faux accords à l'intérieur, des choses fantaisistes qui sont le langage enfantin, qui n'imitent personne. Et finalement, Chomsky en concluait que les enfants naissent avec des universaux de langage, ou presque. Alors Piaget était d'accord avec Chomsky pour récuser la perspective imitative de Skinner, mais il récusait aussi l'innéisme de Chomsky. Il pensait que l'enfant construit progressivement ses universaux qui se déclinent diversement dans toutes les langues.
Emilia, en montrant que les jeunes enfants ne comprennent que peu à peu les phrases au passif, a beaucoup intéressé Piaget, parce qu'il a tout de suite vu qu'elle apportait des arguments à la fois contre le behaviorisme de Skinner et contre l'innéisme de Chomsky. Cependant, quand elle a passé du langage oral au langage écrit, Emilia changeait complètement de domaine. Tous les êtres humains parlent, le langage s'apprend naturellement dans l'enfance, c'est un trait universel de la nature humaine. En revanche, l'écriture est un artefact culturel. Seules certaines civilisations ont inventé des systèmes d'écriture, complexes mais stables. Leurs règles ont été inventées et transmises par des scribes spécialistes de l'écriture, que ce soit en Chine, chez les Mayas, en Égypte, à Babylone ou chez les Phéniciens. Une fois ces civilisations disparues, les savants ont passé toute leur vie à essayer de déchiffrer, sans toujours parvenir, ou en parvenant qu'en partie, à déchiffrer ces écritures qui étaient devenues incompréhensibles. C'est à Buenos Aires qu'Emilia s'est posé la question de la langue écrite, qui, à l'époque, était totalement absente des recherches en linguistique. Dans l'environnement urbain du XXe siècle, les enfants sont entourés d'écrits. Ils voient des affiches, des journaux, des publicités, ils voient autour d'eux des adultes qui lisent les journaux, ou même qui écrivent. Même s'ils ne savent pas lire, ils arrivent à l'école avec ce que Emilia appelle une culture de l'écrit, qui les conduit à construire des représentations concernant les signes et les fonctions de l'écriture. On résume souvent la pensée d'Emilia en disant qu'elle a montré que l'enfant pense. Vous connaissez tous la citation célèbre, que je vais dire en espagnol, mal, detrás de esa mano que escribe, están sus ojos que miran, de esos oídos que escuchan, hay un niño que piensa. Je n'aime pas beaucoup cette façon de résumer le travail d'Emilia, parce que bien avant Emilia, des pédagogues médecins comme Maria Montessori, Ovide de Crowley ou Claparède, des psychologues comme Vallon, Piaget, Vygotsky, des psychanalystes comme Freud, Mélanie Klein, Winnicott, avaient montré que l'enfant pense. Eh bien, des parents dans les familles se rendent compte que leurs enfants pensent. Mais ce qu'Emilia a découvert, ce n'est pas que l'enfant pense en général. C'est ce qu'il pense et comment il pense s'agissant de la langue écrite, ce qui est un objet tout à fait particulier. Alors, je ne vais pas vous résumer les découvertes d'Emilia concernant la psychogénèse de l'écrit, puisque vous les connaissez aussi bien que moi, peut-être mieux. Moi, je voudrais simplement souligner plusieurs points. Tout d'abord, la dimension comparative. Les découvertes faites sur l'espagnol ont été très vite confirmées sur d'autres langues alphabétiques. Les enfants brésiliens et italiens de 3, 4, 5 ans avaient, avant tout enseignement scolaire, montré la validité dans leur langue de la psychogénèse découverte à Buenos Aires. Par exemple, tous ces enfants disaient « il faut au moins 3 lettres pour qu'un écrit puisse être un mot. 2 lettres, ça ne compte pas. » C'était étonnant. Ainsi, à partir d'entretiens cliniques avec des enfants singuliers, Emilia avait découvert, elle disait avec étonnement et avec jubilation, la régularité ordonnée des conceptions enfantines sur l'écrit. Elle montrait ainsi le rôle clé de la conscience syllabique, alors que tous les didacticiens de l'époque faisaient de la conscience phonique la clé des apprentissages précoces. Ce constat vaut pour les langues alphabétiques occidentales, mais dans un séminaire auquel j'ai assisté à Paris,
une chercheuse japonaise a montré les mêmes inventions enfantines avec les caractères en kana, l'écriture semi-syllabique dans laquelle les enfants japonais apprennent à lire. Comme l'a écrit Emilia, les informations en provenance du milieu sont incorporées dans les systèmes interprétatifs dont la succession n'est pas aléatoire, bien que la durée de chaque moment d'organisation et par conséquent des âges d'apparition dépendent d'un ensemble d'influences diverses, sociales, familiales, éducatives, individuelles, etc. Ainsi, en France, tous les enfants sont scolarisés à 3 ans, parfois même à 2 ans, et on leur enseigne à reconnaître certains mots, les jours de la semaine, à écrire leur prénom. Aux États-Unis, les parents ou des jeux vidéo enseignent aux enfants à identifier et nommer toutes les lettres de l'alphabet avant d'entrer au kindergarten à 4 ou 5 ans. Ces interventions éducatives systématiques sont incorporées dans les systèmes interprétatifs. Elles ne perturbent pas le processus de psychogénèse, mais elles peuvent modifier ou même entraver son expression. Ainsi, quand on leur demande d'écrire des mots, certains enfants répondent « je n'ai pas appris, je ne sais pas, je ne peux pas répondre à la demande ». Alors, comme j'avais constaté ces refus dans les classes françaises, j'ai parlé avec Emilia, elle m'a fait 2 réponses. D'une part, elle dit ces refus sont récurrents. Piaget l'a constaté quand il questionnait les petits Genevois pour les manipulations, mais ça ne signifie pas pour autant qu'il y a des enfants qui pensent et qu'un autre enfant ne pense pas. Il dit la pensée est un phénomène intérieur. D'autre part, n'importe qui n'est pas capable de conduire un entretien clinique, car le protocole ne s'exécute pas comme un questionnaire standardisé où on déroule une série de questions, il faut cocher oui ou non, pour mesurer le quotient intellectuel, par exemple. Emilia disait être très attentive à sélectionner des doctorantes qui savent faire parler les enfants. Elle dit que c'était une qualité rare, mais essentielle, sans laquelle aucune recherche n'allait pouvoir avoir lieu. Elle dit ainsi certains enfants se taisent parce qu'on ne les a jamais incités à dire ce qu'ils pensent, ou même on leur a appris qu'il n'était pas poli de parler de cette façon devant des étrangers. Ils ont appris ça dans la famille. Alors, forte de ces informations, j'ai pu moi-même faire des progrès au fil du temps dans mes entretiens avec les enfants en France, car je savais mieux veiller aux conditions de l'échange, isoler, ne pas être pressé, proposer de dessiner, d'écrire, avoir un échange informel. Et ces entretiens ont beaucoup enrichi mon expérience, mais ils n'ont pas fait de moi une clinicienne. Être psychologue clinicien, c'est un métier. Mais grâce à cette expérience, j'ai compris pourquoi les analyses cliniques des productions d'enfants ne pouvaient pas relever des approches aujourd'hui dominantes en psychologie cognitive, qui s'appuient toutes sur des statistiques. Les études statistiques présupposent des protocoles qui isolent des variables stables pour mettre en évidence des corrélations significatives entre une situation expérimentale et des variables dont on veut tester l'impact sur un échantillon représentatif. On a ainsi prouvé statistiquement qu'une conscience phonique précoce est un bon diagnostic pour entrer en lecture. Et immédiatement, cela a encouragé les enseignants à exercer très tôt les enfants à la discrimination phonétique pour faciliter statistiquement l'entrée en lecture. Pourtant, cette recommandation n'a pas eu les résultats significatifs espérés. Et en effet, l'interprétation des corrélations est toujours incertaine. Est-ce que ce n'est pas plutôt l'entrée dans la lecture, avec l'accès au stade alphabétique, produit une conscience phonique plutôt que l'inverse? Les données statistiques donnent des repères globaux, mais, disait Emilia,
Elles sont impuissantes pour prévoir des trajectoires singulières que chaque maître peut et doit observer pour pouvoir interagir avec les enfants. J'ai retenu la leçon quand je faisais analyser à mes futurs enseignants les résultats statistiques des évaluations ministérielles ou des évaluations internationales, PISA, etc. Les informations globales données par les enquêtes, elles sont intéressantes parce qu'elles permettent de situer les résultats des élèves dans une échelle de moyenne obtenue par un pays ou par un établissement scolaire. C'est une information intéressante. Mais elle ne peut en aucun cas prescrire une orientation d'action. Pour un maître, sa classe n'est pas un échantillon statistique, un modèle réduit. Elle est une réalité particulière, unique, formée d'élèves singuliers et uniques. De cette façon, les choix pédagogiques demandent toujours un travail d'interprétation qualitative. Ils ne peuvent pas découler des moyennes chiffrées qu'apportent les statistiques. J'ai retenu aussi la leçon quand j'ai enquêté sur l'histoire de l'alphabétisation qui s'appuyait sur les courbes statistiques. Pouvait-on reconstituer, à partir des archives, non pas le comptage des populations, ceux qui savent lire et écrire, ceux qui sont des simples lecteurs, ceux qui ne savent ni lire ni écrire, des illettrés, mais pouvait-on reconstituer les modalités d'apprentissage des élèves d'autrefois? Quelle culture de l'écrit pouvait bien avoir des enfants de familles analphabètes dans un monde rural où il n'y avait ni journaux ni livres? Donc, j'en viens à ma quatrième partie qui revient sur comment Emilia a influencé différemment mon travail sur l'histoire. Je cherchais à résoudre une énigme. Comment était-il possible que des méthodes d'enseignement qui nous paraissent aujourd'hui absurdes, contraires aux conditions qui favorisent l'apprentissage, aient permis que de plus en plus d'enfants, et d'adultes, soient alphabétisés dans toute l'Europe à partir du XVIe siècle? Moi, j'avais appris que l'alphabétisation des Français découlait des lois de l'école obligatoire de Jules Ferry, l'école gratuite, laïque, obligatoire. Or, les statistiques des historiens montraient que l'alphabétisation augmentait depuis le XVIe siècle, malgré les coups d'État, les guerres, les révolutions, etc., comme si les facteurs politiques n'impactaient pas cette croissance. Comment comprendre la généralisation de cette culture écrite qui concernait non seulement la France, mais toute l'Europe? Faire l'histoire de l'instruction populaire demandait une approche socio-culturelle globale, en décalage avec la tradition qui était celle de l'histoire des idées éducatives ou des doctrines éducatives. En effet, les historiens de l'éducation, ils avaient travaillé à partir des discours, des traités des pédagogues, des lois, des règlements, Montaigne, Rousseau, Pestalozzi, etc. Mais pouvait-on se fier aux discours pour savoir ce que font les maîtres? Les discours sur la lecture étaient très souvent contredits par les témoignages des acteurs que l'on trouvait dans les archives. Or, moi, ce qui m'intriguait, c'était de comprendre comment travaillaient concrètement les élèves et les maîtres des temps anciens. Tous employaient la fameuse méthode épéalative B-A-B-A ou P-A-P-A, T-E-R, ter, pater, noster, quies, etc., pour lire le paternoster en latin, une langue que ne parlaient pas les enfants. Tous les maîtres républicains s'étaient moqués de ces récitations de perroquet qui débitaient mécaniquement des phrases incompréhensibles, et pourtant j'étais obligé de reconnaître que ces méthodes absurdes avaient finalement permis la croissance de l'alphabétisation. Alors moi je pensais que si ces procédés nous semblaient stupides, c'est que nous ne les comprenions plus.
s'ils avaient été utilisés dans tous les pays d'Europe, par tous les maîtres, pour les enfants des princes comme pour les enfants du peuple, c'est qu'ils donnaient satisfaction selon les critères de l'époque. Mais quels étaient ces critères? Il fallait retrouver le contexte culturel, scolaire, didactique dans lequel ces procédures étaient en usage et tenir en suspens nos évidences actuelles sur les relations entre l'écrit et l'oral et sur l'opposition entre mémoriser et comprendre. Alors, j'ai parlé de cette recherche avec Emilia et nous avons conclu que la méthode du b.a.-ba ne remettait pas du tout en cause la psychogenèse de l'écrit. Entre XVIe et XXe siècle, aucune mutation du psychisme enfantin ou adulte n'avait eu lieu, mais la culture écrite des sociétés rurales et urbaines avait été modifiée en profondeur. Buenos Aires, découvrir les préconcepts que les enfants élaboraient sur l'écriture, elle avait dû mettre entre parenthèses les méthodes de lecture adoptées par les maîtres et déporter son attention des processus d'enseignement imposés au processus d'apprentissage spontané. Moi, je ne pouvais pas faire la même chose avec les enfants du XVIIe siècle, ni avec les familles analphabètes de l'époque. Mais il me fallait pourtant trouver comment l'usage des abécédaires ménageait cette ouverture potentielle à une appropriation dynamique de l'écrit. Ce sur quoi Emilia n'avait aucun doute, c'est que les écoliers de tous les siècles passés avaient appris à lire de façon constructiviste, c'est-à-dire par la dynamique de leur action, non pas par une inculcation passive. En revanche, les finalités sociales et scolaires de la lecture avaient changé. Ce qu'on appelait savoir lire du temps de Luther, de Comenius, de Jean-Baptiste de La Salle, est-ce que c'était la même chose qu'au temps de Jules Ferry et de l'école républicaine? Entre le XVIe et le XXe siècle, de véritables mutations avaient eu lieu du fait d'inventions technologiques. L'imprimerie de Gutenberg avait permis d'éditer une masse d'abécédaires et de catéchismes, puis après la presse à vapeur, le courrier postal, le papier de cellulose pas cher, la radio, la télévision, Internet. Tout cela avait bouleversé nos relations à la réception et à la production des écrits. Le savoir-lire, dans l'Antiquité jusqu'au temps moderne, était considéré comme un art de mémoire. Binet, lui, comme une preuve, un indicateur de l'intelligence. Et les informaticiens actuels, ils y voyaient une procédure de traitement des informations, autant de représentations disjointes qui indiquaient les mutations des finalités de la lecture et de ses usages. Alors, j'ai trouvé une première réponse à mes interrogations en juin 1990, quand j'ai fait un voyage d'études à Marrakech avec mes étudiants. Et mon statut d'invité officiel m'a permis de pénétrer dans une classe préscolaire qui était rattachée à l'Institut de formation des maîtres à Marrakech. Et une jeune normalienne, sahraoui, a fait devant moi une leçon de Coran. 80 enfants de 4 à 6 ans qui étaient déchaussés, assis par terre sur des nattes, les filles à droite, les garçons à gauche, et on écoutait une sourate au magnétophone, la normalienne la répétait, et puis les enfants se levaient pour la répéter à leur tour. Et les doigts ne cessaient de se lever. Les enfants étaient enchantés de se produire devant moi, de redire la sourate sans erreur ou de corriger un camarade. La normalienne a ensuite fait réviser les sourates déjà apprises, distribuait des encouragements, des félicitations. Les inspecteurs m'ont expliqué que l'objectif était d'apprendre à écrire, d'apprendre par cœur les 28 sourates qui forment l'entrance, et ensuite d'apprendre à les écrire
Elles devaient être toutes connues par cœur avant d'entrer dans les classes élémentaires. Une après-midi, j'ai eu l'impression qu'étaient résolues bien des énigmes. La lecture latin des prières au XVIIe. Je venais de prendre que la procédure coranique ressemblait beaucoup à la procédure de Jean-Baptiste. L'arabe du Coran est aussi éloigné de l'arabe parlé, des prières en latin de la langue française. La mémorisation littérale est commune aux deux procédures. Cependant, je me suis rendu compte aussi que la mémorisation littérale est également une procédure préconisée au moment de l'éducation, de la pédagogie nouvelle. Dans les méthodes globales recommandées par Druckrolli, Tapared ou la méthode naturelle de Freinet, l'enfant découvre un texte lu par l'adulte, le mémorise littéralement, va lui permettre de le relire ou de l'écrire en décomposant les éléments. La classe de Freinet, le texte était parlé par les enfants, écrit au tableau par l'adulte, puis composé lettre après lettre sur une presse pour être imprimé dans la salle de l'école. Dans la méthode coranique, la décomposition se faisait dans le travail individuel, lettre après lettre. En 2008, retourné à Fès, l'institut était chargé de la classe des 7 ans et je complétais mes informations à parler des nuances. Les élèves étaient souvent de familles analphabètes. L'essentiel était de leur apprendre à écrire, c'est-à-dire à former les lettres pour copier et écrire par cœur à leur vitesse, arabe qu'ils connaissaient, et d'autres textes appris par cœur en arabe marocain, fana. Savoir lire, c'est d'abord savoir écrire un texte avant de pouvoir lire plus tard les textes. Finalement, qu'est-ce que j'ai appris de ces allers et retours et le présent par l'expérience? Premier point, l'expérience de la culture écrite des non-lecteurs. Contrairement à nos représentations spontanées, les analphabètes des sociétés anciennes vivaient dans un monde balisé par l'écriture et donc tous avaient une culture écrite. Tous connaissaient la valeur des papiers qu'ils conservaient soigneusement, même s'ils ne savaient pas les lire, les actes de propriété, les reconnaissances de dettes, les contrats de travail, les testaments, les promesses de dot. Tous ces formulaires manuscrits et non imprimés qu'ils avaient signés d'une croix ou d'une signature malhabile disaient leur engagement personnel ou celui de leurs proches. Je promets, je reconnais, je souhaite, je jure, je demande. Pour eux, un écrit était d'abord un acte, et lire, c'était dire à voix haute une volonté ou un accord. Cette pratique de la culture écrite comme engagement était en phase avec les textes qu'ils récitaient ou lisaient lors des cultes religieux. La communauté des fidèles disait en chœur « Je prie, je demande, je remercie, je crois, j'espère ». Le premier travail des maîtres était donc de faire acquérir aux enfants cette mémoire textuelle de la récitation, par la récitation. La récitation des prières connues de tout le monde, la récitation du catéchisme, des psaumes, des heures, des textes liturgiques courants. La façon la plus efficace pour fixer ces textes en mémoire était évidemment de les faire chanter. Les cantiques, les hymnes, les psaumes liaient de manière indéfectible paroles et musique. Alors que dans la pédagogie contemporaine, la lecture des textes nouveaux est le but fixé, dans la culture écrite ancienne, la constitution d'une mémoire textuelle littérale était le point de départ. C'est-à-dire que la religion était évidemment le réservoir majeur des ressources
pour construire cette culture écrite collective, partagée entre adultes et enfants, une culture écrite orale. L'idée de proposer à de jeunes lecteurs des textes enfantins était évidemment jugée absurde. Le but était au contraire de leur faire partager le plus tôt possible la culture écrite de la société des adultes autour d'eux. Alors, on mesure l'écart entre cette conception ancienne de la textualité et la conception contemporaine. Lorsque Emilia a cherché à percevoir comment les enfants élaboraient un texte et qu'elle a travaillé à partir du Petit Chaperon rouge, le conte international, ce support issu de la tradition orale autorisait de multiples variantes. Il faisait percevoir des modes d'appropriation singuliers des enfants. Même si c'était le même conte, chacun devait trouver des mots pour le dire et non répéter un texte appris par cœur. On était là dans les modalités de la culture écrite contemporaine. Au XVIIIe siècle, au contraire, c'est la récitation littérale qui était l'objectif fixe, visé. Donc, pourquoi la mémoire textuelle a-t-elle subi, au cours du XIXe siècle, le dénigrement des élites qui raillaient cette mémoire mécanique de ceux qui récitent comme des perroquets, supposant qu'évidemment ils ne comprenaient rien? C'est qu'une nouvelle expérience de la lecture est apparue à l'époque des Lumières, qui s'est opposée au modèle ancien. 3 genres littéraires à succès, les gazettes, les journaux, les romans et les encyclopédies, ont mis les événements pour les journaux, l'émotion pour les romans, le savoir pour les encyclopédies, à portée de n'importe qui sait lire. Et cette abondance énorme d'imprimés a écrasé le corpus restreint et stable de la tradition religieuse et orale sous une masse de nouveautés éphémères et sensationnelles. Le lecteur ou la lectrice, plongé silencieusement sur une page, subissent alors les effets du texte. Ils peuvent s'indigner, compatir, pleurer ou rire. C'est impossible de pleurer quand on lit à voix haute. On voit le contraste entre le lire agir et le lire subir, entre la lecture intensive oralisée et la lecture extensive silencieuse. La première se pratique autour des lectures cultuelles, collectives, lire, chanter, prier en chœur. La seconde privilégie la lecture culturelle, individuelle, s'informer, se divertir, s'instruire. Dès lors, celui qui récite devient le symbole de l'archaïsme religieux et de l'ignorance populaire. Or, dans les écoles rurales, où les enfants parlaient le plus souvent une langue régionale qui n'était pas le français, les instituteurs ont longtemps perpétué la lecture oralisée des textes qui permettait aux enfants d'entendre et de dire la langue nationale, le français. Les leçons lues chaque jour devaient être mémorisées et récitées par cœur le lendemain. Les inspecteurs ont cherché en vain à éradiquer les lectures collectives à voix haute, qui leur semblaient perpétuer la récitation du catéchisme. Le modèle de la lecture art de mémoire, le modèle traditionnel, s'est donc perpétué dans l'école, bien loin des modalités sociales de la lecture moderne pratiquée dans la société. Et c'est seulement en 1975 que la lecture silencieuse, exigée au collège, a été imposée comme un objectif à atteindre au plus vite possible à l'école primaire. Troisième point, les interactions lecture-écriture. Toutes les recherches sur l'échec scolaire se sont focalisées sur la lecture, sans prendre en compte les modalités de l'entrée en écriture. Pour légitimer ou disqualifier une méthode, presque personne ne couplait alors l'enseignement de la lecture à celui de l'écriture
que le maître conduisait simultanément dans la classe. Le rapport de William Gray, Bible des grandes campagnes d'alphabétisation de l'UNESCO dans les années 1960, il ne dit rien de l'enseignement de l'écriture. Le Harvard Reading Laboratory, dirigé par John Charles entre 1967 et 1999, ne traite que de la lecture. Et la plus grande association scientifique du monde, l'International Reading Association, fondée en 1956, a réuni plus que de 100 000 adhérents, des chercheurs, des formateurs, des enseignants, des bibliothécaires, des éditeurs. Or, c'est seulement en juillet 2015, il y a moins de 10 ans, qu'elle a pris le nom de ILA, International Literacy Association, mettant fin à cette polarisation sur le lire seulement. Cette séparation était évidemment absente des recherches d'Emilia, qui a toujours rappelé la dynamique des interactions entre lecture et écriture. Car, disait-elle, ce que l'enfant apprend quand il essaye d'écrire va l'aider à lire, et ce que l'enfant apprend quand il essaye de lire va l'aider à écrire. C'est pourquoi j'ai découvert avec étonnement et une certaine jubilation, moi aussi, que de l'époque de Sumer à l'époque de Gutenberg, c'est en apprenant à écrire que les novices apprenaient à lire. Mais avec l'invention de l'imprimerie, dont les caractères et les mots séparés par des blancs étaient bien plus faciles à reconnaître que ceux des écritures manuscrites, il a semblé possible d'alphabétiser le peuple illettré sans passer par l'écriture. La plume d'oie était difficile à maîtriser, le papier coûtait cher, on pouvait recourir en cas de besoin à des spécialistes de l'écriture, les notaires, les tabellions, les clercs, les écrivains publics. De là, une séparation entre l'apprentissage de la lecture et celui de l'écriture qui a duré presque 3 siècles. De là aussi, cette nouvelle catégorie qui apparaît entre les illettrés qui savent lire et écrire, et entre les illettrés qui ne savent ni lire ni écrire, et ceux qui savent lire et écrire. Entre les deux, il y a ceux qui savent lire seulement. C'est alors que se répand cette fameuse méthode épellative, le b.a.-ba, qui demande aux élèves de nommer les lettres des syllabes avant de les prononcer, ce qui apparaissait une absurdité aux instituteurs républicains. À l'époque, les plumes métalliques et le faible coût du papier de cellulose, qui divise le prix du papier par 10, avaient permis d'apprendre aux débutants à lire et écrire en même temps sur des petits cahiers. Quand l'élève écrit, il doit en effet épeler le mot, du seul fait qu'il écrit toujours lettre après lettre. Il n'y a pas de méthode globale de l'écriture. C'est ainsi que j'ai pu enfin résoudre l'énigme de la méthode épellative. En fait, cette épellation pendant 3 siècles est restée une trace orale de l'écriture absente. Dans un dialogue restitué dans un manuel anglais de Edmund Coate, datant de 1596, un maître demande à son élève « Comment écrivez-vous « people » ?» Et l'élève répond « Je ne sais pas écrire. » Et le maître lui dit « Mais non, quand je dis « écrivez », je veux dire « épeler », parce que pour moi, c'est la même chose. Alors l'élève dit « Alors je réponds « P-E-O-P-L-E », etc. Écrire, pour un maître du XVIe siècle, c'était donc avoir Évidemment, je ne peux achever cette lecture, comme on dirait en anglais, puisque c'est comme ça qu'on appelle une conférence, sans m'interroger sur ce qu'Emilia aurait pensé de l'arrivée dans nos smartphones de l'intelligence artificielle et de ChatGPT, puisque ChatGPT peut écrire sur commande à notre place. Savoir lire, selon les chercheurs,
c'est se donner une représentation mentale globale de ce qu'évoque un texte qu'on découvre de manière séquentielle. Or, les smartphones, les tablettes, les outils interactifs ne séparent pas lecture et écriture. Les pratiques sociales de communication actuelles mêlent l'écrit, le son et l'image. Elles sont en train de périmer le modèle de la lecture, réception de textes, traitement d'informations linguistiques ou construction d'un modèle mental de la situation évoquée dans l'écrit, qui est le référent partagé des chercheurs actuels. Tout ça va donner aux doctorants et aux futurs chercheurs bien des sujets de recherche passionnants pour les années à venir. Mais ce dont je reste sûr, c'est que ces nouveaux outils d'écriture, qui modifient une fois encore nos représentations et nos usages de la langue écrite, n'empêcheront pas les enfants de continuer à construire à leur rythme des représentations de l'écrit qui leur permettront, en apprenant à écrire, d'apprendre aussi à lire. Je vous remercie pour votre attention. Bueno, tenemos un momento todavía por si alguien quiere tomar la palabra. No sé si hay un micrófono ahí que esté disponible. ¿Sí? Yo, mientras se animan, voy a decir dos cosas nada más. Uno es cómo esto amplía la visión de Emilia, pero también lo constata. Es decir, la universalidad del proceso de construcción de la lengua escrita ya se ha comprobado en muchísimos lugares y lenguas. Uno lo ha experimentado como docente y como investigador. Yo en poblaciones indígenas en México, por ejemplo, pues también se nota estas primeras aproximaciones a la escritura adulta, pero de manera en que ningún adulto puede haberle enseñado a los niños. Un segundo punto que quisiera yo plantear es cómo me ha servido este postulado de Anne-Marie de que hay que pensar en la cultura escrita. ¿Qué es lo que nos rodea como prácticas de usos de la escritura, como visibilidad de la escritura, como herramientas de la escritura, como estas últimas que dice bien, nos han venido a absolutamente convertir toda la experiencia con la escritura, incluso rompiendo reglas de alfabetización del sistema alfabético, ¿no? Y yo también en mis investigaciones en Tlaxcala pude tener una entrevista muy interesante con alguien que aprendió a leer siendo hablante del náhuatl solamente a principios del siglo XX, como 1920, 30, que aprendió a leer con este Padre Nuestro. Y es absolutamente constante con la idea de que el Padre Nuestro en español lo conocían de memoria los niños que no hablaban español, y que eso, como un texto memorizado oralmente, parte de la cultura oral, permitió aprender primero a escribir y después a leer. Eso me ha planteado pues una posibilidad de interpretación de la larga duración del aprendizaje de la escritura. Entonces, pues quisiera como compartir eso, pero anímense si tienen alguna pregunta. Inés, creo que eres Inés allá, sí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Anne-Marie por este hermoso y generoso homenaje
al pensamiento de Emilia, y creo que esto que propusiste de traerlo cerca de tu propio trabajo es, bueno, es muy, muy valioso para todos, para todas, para esta institución en particular. Tengo una pregunta sobre tu último comentario en las conclusiones respecto a, bueno, cómo las tecnologías digitales, si te entendí bien, están volviendo oprimido un modelo de lectura y escritura entendido como recepción del texto, ¿no? Y bueno, y ahí el peso de la imagen y el sonido que van desplazando el valor o la centralidad de los signos, ¿no? De ciertas formas de codificación. Y ahí te quería preguntar más, si podías desplegar más esta idea, también porque en los estudios de medios digitales se discute mucho respecto a lo post-alfabético, a lo post-ortográfico, y en qué medida esto va a transformar los procesos de significación, ¿no? Y me gustó esto que decías, al final siempre va a haber alguien que está construyendo una representación de lo verbal. De a ratos con la inteligencia artificial tengo mis dudas, ¿no? Con esto de cuánto se van a reemplazar ciertos procesos de construcción singulares, ¿no? Y cuánto se van a automatizar. Pero bueno, es una pregunta abierta y si tienes ganas de expandir algunas de las ideas que planteaste, creo que sería muy, muy interesante. Muchas gracias. Une des choses sur lesquelles insistent les gens qui travaillent avec les étudiants qu'ils ont aujourd'hui, c'est la question de la fragmentation. C'est-à-dire que dès qu'on est sur une lecture sur écran, et surtout sur un smartphone, on est sur des lectures très brèves, fragmentées. Alors, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas un fil conducteur qui peut être du côté de la cohérence, mais finalement, on est en train d'inventer un écrit qui est plus près des modalités de fonctionnement de la conversation que des modalités traditionnelles de la constitution d'un texte écrit. Pourquoi? Parce que ce qui fait l'ordinaire des conversations, c'est l'enchaînement, comment dire, au fil de ce à quoi on pense, on peut de manière passer d'un sujet à un autre. Si on voit que ça intéresse l'interlocuteur, on continue. Si ça ne l'intéresse pas, on va lui poser une question et passer à autre chose. C'est-à-dire qu'il faut distinguer la cohésion d'un texte. Les conversations sont cohésives, de la cohérence du texte, et qui est la constitution d'une structure logique qui permet de fixer un savoir, par exemple. Donc le problème, d'une certaine manière, il est là, sur l'invention de nouveaux genres rhétoriques qui vont... Il commence à y avoir... J'ai vu, en France, il est apparu 2 romans qui sont des romans entièrement faits d'échanges de SMS, par SMS. Et le roman tient la route, c'est un roman intéressant, mais c'est une chose qu'on n'aurait même pas pu imaginer au théâtre, où quand vous regardez au théâtre, dans la tradition de l'oralité cultivée, les textes sont fixés, même si une part de jeu permet une improvisation et de donner un sens différent, il n'empêche que on est sur un texte qui a été un texte fixé. Alors, sur la question il y a un problème de la vie sociale, des échanges entre collègues, mais il y a un problème de la vie scolaire et universitaire. Et moi, c'est celui qui me soucie aujourd'hui. Parce que je vois que quand je travaille avec des jeunes qui sont en mestrade ou en doctorat, l'idée de lire un livre de 300 pages, c'est devenu presque impossible. Ils ont une connaissance d'un nombre incroyable d'articles courts, mais comment ces articles courts construisent-ils une argumentation sur un texte qui est un texte long? Ça, c'est très difficile. Donc on a des systèmes de résumés.
Alors, je sais que au XIIIe siècle, dans les universités parisiennes, c'était déjà comme ça, et que quand les étudiants répudiaient à lire la Somme théologique de saint Thomas, parce que c'était beaucoup trop long, d'autres professeurs avaient fait des petits résumés en 80 questions pour passer les examens et pour réussir. Ce n'est pas la première fois qu'on se pose la question de l'entrée dans le texte long et de l'entrée dans les résumés qui condensent les résultats. Du point de vue de l'appropriation, pour revenir à finalement la dynamique constructiviste des savoirs, quel que soit le niveau où on se situe, qu'est-ce qui est le plus formateur? Qu'est-ce qui permet de construire dans sa propre mémoire les références qu'on se dit c'est pas la peine que j'essaye de me souvenir, puisque il y a Wikipédia où je peux toujours retourner. Les prothèses de mémoire que nous externalisons dans les appareils, d'une certaine manière, nous rendent dépendants de ces prothèses. Nous ne pouvons plus penser seulement à partir de notre propre mémoire. Or, quand vous regardez les gens, alors dans les sciences physiques, c'est évident, en mathématiques, en physique, etc., les gens qui sont des inventeurs sont ceux qui ont construit, qui ont intériorisé les systèmes de savoir dans leur mémoire. Mais c'est vrai aussi dans les sciences sociales et dans la littérature. Si vous ne mettez... Donc, pour moi, ce que ces nouvelles prothèses nous proposent de faire, c'est de nous rappeler à quel point, pour les enfants en particulier, les capacités de mémoire personnelles, inemployées, sont un scandale. Les enfants sont capables de mémoriser un nombre de choses énormes et nous pensons inutile de le faire parce qu'ils peuvent faire le karaoké, parce qu'ils peuvent lire. Quand j'ai travaillé au Bangladesh, c'est une chose que m'ont rappelé les maîtresses avec qui je travaillais. Je leur disais, mais comment il faut faire quand on veut faire comprendre aux enfants une histoire très longue qu'ils ne peuvent pas mémoriser? Elles m'ont toutes dit, mais il n'y a pas d'histoire très longue que les enfants ne peuvent pas mémoriser. Les enfants peuvent mémoriser le Coran entier. Donc ils peuvent mémoriser des fables d'Ésope, ou ils peuvent mémoriser les romans. Et il me semble qu'il y a un vrai problème aujourd'hui dans l'école primaire et dans l'école secondaire, qui est de ne pas solliciter suffisamment la mémoire, alors je dirais littérale, par cœur, des élèves, ce que font les professeurs de sciences, mais ce que ne font plus les professeurs de lettres. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. ¿Alguien más se anima, por favor? Hay muchos expertos. Bonjour Annie, bienvenue à Mexico. Je m'appelle Marco Esteban. Je parlais un peu français. Vous avez visité l'école maternelle et communautaire Cécile José de Tapia à Miravalle. Vous avez écrit dans le livre d'or quelques mots très significatifs. L'école travaille avec la pédagogie Freinet. Vous pouvez référer sur la pédagogie Freinet? Merci. Oui, moi j'ai une grande reconnaissance au mouvement Freinet qui était près de mon école normale, à Versailles, parce que j'ai beaucoup travaillé avec eux et j'ai appris, ils avaient publié des textes pour dire ce qu'était la psychologie de l'enfant, comment l'enfant apprenait à lire, etc. Et j'avais lu ces textes et j'avais trouvé que ces textes étaient très mauvais parce qu'ils n'étaient pas rigoureux du point de vue scientifique, ils mélangeaient des choses qui n'avaient pas de rapport les uns avec les autres. Et ma formation de philosophie me donnait comme première
réponse immédiate à la lecture de ces textes. Bon, ils sont des textes qui sont mauvais, qu'il faut réécrire ou qu'il faut mettre à la poubelle. Mais comme j'étais timide et que je voulais et qu'ils étaient sympathiques, je suis allée travailler avec eux. Et j'ai compris que ces textes n'avaient pas du tout le statut de discours académique que j'imaginais, qu'ils étaient des instruments de travail. Et que le fait qu'ils ne soient pas construits avec les bonnes références scientifiques n'avait aucune importance s'ils étaient des textes faciles à utiliser pour guider l'action. Et donc, d'une certaine manière, ils m'ont obligé à déconstruire les catégories de valeurs que j'avais appris en faisant des études de philosophie, et qui était que la hiérarchie des textes met au sommet les textes théoriques les plus abstraits, les plus cohérents, et qu'en fait, dans la vie pédagogique ordinaire, ces textes-là sont inutilisables, et que d'une certaine manière, ils peuvent même être trompeurs. Je me souviens que une des choses qui était la grande discussion des années de ma jeunesse, et qui était la relation entre la théorie et la pratique, il y avait un présupposé implicite que la théorie était toujours plus haut que la pratique. Que la pratique, c'était la cuisine, et que la théorie, c'était le repas du dimanche. Et chez Freinet, alors j'ai appris, d'une part, Freinet, lui, mettait aussi la théorie très haut, même s'il ne s'en défendait. Mais ce que j'ai appris, c'est surtout les modalités de travail dans la classe comme un atelier, disait-il. La classe est un atelier. Et finalement, les textes produits par les cahiers Freinet, par les échanges entre collègues, n'étaient qu'une manière de garder une trace des conversations qui avaient été dans les échanges entre collègues. Donc ils ont beaucoup ébranlé mon préjugé de la supériorité de la théorie sur la pratique. Et donc je leur suis très redevable de cet apprentissage qui a été difficile pour moi. Gracias. Primero agradecer a Anne María Chartier esta belleza del lenguaje y elocuencia en términos humildes, como lo ha dicho. Segundo, quisiera traer un ejemplo de la Sierra Mixteca de Oaxaca, donde una maestra que habla el mixteco, una lengua originaria aquí, pero su mixteco es de valles centrales, es decir, de la planta baja, y va a una comunidad de la sierra donde es el mixteco, pero con variantes, y entonces de pronto descubre en esa enseñanza del español, ella les da un enunciado y les dice: el gavilán se come al pollito, y los niños en la traducción escriben: pollito come gavilán. La maestra dice: no, el pollito no se puede comer al gavilán, el gavilán se come al pollito. Sí, maestra, el pollito come gavilán. Entonces, en el acompañamiento con ella, dice: ¿qué hago? ¿Cómo enseño? ¿Cómo reflejo esta problemática que me está sucediendo en el aula? Y entonces acordamos, retomar la lengua materna. Los niños hablan, no escriben, los niños entienden, pero no hablan ni escriben el mixteco. Los abuelos hablan y entienden el mixteco. Entonces regresamos justo a lo que planteaste, a recuperar los mitos, las leyendas, las fábulas en mixteco. Y a partir de ahí los abuelos contaban y los niños escribían en español. Justamente lo que descubrieron los niños y maestra es que la traducción de una lengua a otra no es literal, sino cultural. Y que justamente
si nosotros en la enseñanza del español como segunda lengua, en este caso, nos abocamos solo a las estructuras lingüísticas, no encontramos el sentido en los niños de cómo piensan ellos la palabra, la escritura, etcétera. Y que bueno, creo que Emilia, y tú lo has referido muy bien, hay que pensar en cómo piensa el que está intentando escribir. Creo que es fundamental esa parte, porque cuando uno habla, piensa lo que va a decir, no lo dice tan fríamente, no, piensa, y justamente tiene más pensamiento si ha leído, si ha escrito, etcétera. Y creo que es fundamental eso, ¿no? Aprender a pensar en lo que hablamos, en lo que leemos y en lo que escribimos. Y creo que sería un proceso interesantísimo. Muchas gracias. Je pense que vous abordez un problème extrêmement important parce qu'on a une supposition immédiate de la supériorité de l'écriture sur l'oral. Or, il faudrait prendre conscience en permanence à quel point l'écriture est une perte. Tout ce qu'on perd dans l'écriture par rapport à l'oral. C'est pour ça que Platon, dans un dialogue célèbre, ils disent beaucoup de mal de l'écriture en disant, quand on a l'écriture, la personne qui a écrit n'est pas là, elle ne peut pas se défendre. Et puis, on a perdu la voix, on a perdu tout ce qui est ce que les linguistes appellent suprasegmentaire, c'est-à-dire les gestes, l'intonation, les silences, l'interaction avec l'interlocuteur, et on a simplement ces signes sur la page qui sont une chose morte, et que finalement tout le monde pourrait d'une certaine façon interpréter différemment, puisque l'auteur ne peut pas interpeller le lecteur pour travailler avec lui. La deuxième chose que l'on perd, c'est ce que vous dites pour le mystère. C'est très important, ce sont les accents. Mais c'est un des problèmes du passage d'une langue orale à une langue écrite. C'est que quand on passe à la langue écrite, on fixe une certaine syntaxe, on fixe dans les langues alphabétiques une prononciation. C'est pas vrai pour les caractères idéographiques. Et donc, on va privilégier un groupe social par rapport à tous les autres qui ne parlent pas exactement comme ça. Et donc, c'est une chose, comme nous sommes tous alphabétisés depuis des années, d'une certaine manière, nous ne pensons pas que, bon, pour vous l'espagnol, pour moi le français, que nous lisons et écrivons, c'est une variante de la langue qui a écrasé des dizaines d'autres variantes. Et donc, ça explique, par exemple, la réticence d'un certain nombre de minorités actuelles linguistiques à adopter un alphabet, parce que à l'intérieur même de la communauté, quelle relation phonique, graphique va-t-on choisir? Et quel système de lettres va-t-on choisir? Par exemple, le fait d'être sur l'écriture romaine, hein, et non pas sur les caractères cyrilliques. J'étais à une réunion récemment, ma voisine est géorgienne, et j'ai vu que la Géorgie a son propre système de caractères qui ne sont pas les caractères cyrilliques. Quand j'ai été au Bangladesh, j'ai vu l'écriture bengali qui est gigantesque, et là aussi, il y a des variantes entre le Bengale indien et le Bengale du Bangladesh, qui sont des langues. C'est la même langue, mais avec des variantes différentes d'une langue à l'autre. Alors, ce que vous dites sur la récupération de la mémoire grâce aux grands-parents, c'est très important parce qu'il y a deux manières de le prendre. On peut le prendre en pensant de manière, je dirais, sémantique, la signification des contes, là. Mais on peut le prendre aussi de manière, j'allais dire, littérale, en pensant qu'il y a des formules
qu'il y a une rhétorique, qu'il y a une manière de parler qui est fixée, et que les variantes ne sont pas si nombreuses que ça. Alors, j'ai assisté à la cérémonie d'intronisation de votre nouvelle présidente à la télévision. J'étais très impressionnée par ce moment très étonnant pour moi, de la purification de Claudia par les femmes autochtones. Et c'était, pour moi, j'ai pensé tout de suite, elle récite un texte qu'elle sait par cœur. Les deux. Et je me disais, d'où vient ce texte? Je ne sais pas. Qui connaît ce texte? Comment a-t-il été constitué? Et comment joue-t-il dans cette situation rituelle particulière, comme exactement, je dirais, les sourates du Coran quand j'étais à Marrakech, ou le Paternoster quand j'essayais d'entrer dans une classe du XVIIe siècle à Paris. C'est-à-dire qu'elle a une fonction, pas simplement de donner de pouvoir être quelque chose qu'on analyse du point de vue du contenu de savoir qu'il a, mais quelque chose qui a une fonction performative, c'est-à-dire qui fait qu'au moment où je dis le texte, il produit quelque chose sur la personne à qui je le dis. Et il me semble que dans les langues vernaculaires oubliées, cette dimension est très importante pour les enfants. Alors que nous imaginons toujours que les textes informatifs sont simplement faits pour nous apporter des nouvelles et on les oublie au fur et à mesure qu'on les appelle. Pour les enfants, quand vous leur racontez des contes, vous savez très bien que on leur lit des histoires à partir des petits albums, mais on peut aussi leur raconter. Il y a toujours des formules qui sont comme des formules sacrées. Il ne faut pas les changer d'une virgule ou d'un mot, sinon, non, ça n'est pas ça. Et qu'est-ce que c'est qui se constitue comme une certaine culture écrite dans l'oral pour les enfants? C'est quelque chose que je dirais la société de consommation qui nous oblige à penser en permanence que tous les produits de l'édition sont des produits éphémères et que, bon, le livre qui a du succès dans 3 mois, il sera, ou dans 2 mois, ou dans 1 mois, il sera déjà remplacé par un autre, nous met dans une situation, je dirais de bouleversement métaphysique par rapport à ce qu'est l'apport de la tradition écrite. Pour moi, je dirais peut-être que c'est ça le problème le plus grand de ChatGPT, c'est que comme si on avait atteint un degré où la production industrielle du verbe pouvait être indéfinie et que d'une certaine manière, elle n'avait plus d'importance, puisque c'est comme le robinet, on ouvre, l'eau coule, et donc les choses sont simplement faites pour être consommées et immédiatement jetées. Alors que ce qui a été constitutif des civilisations de l'écrit, c'est que contrairement aux paroles qui s'envolent, les écrits restent. Et que donc on peut en permanence les relire et les réinterpréter. Je pense que le rôle des universités, d'une certaine manière, est ce rôle très archaïque du maintien d'une tradition de savoir qu'il faut en permanence répéter aux étudiants qui arrivent, exactement comme il faut apprendre à alphabétiser les enfants qui naissent analphabètes. Bueno, pues primero muchas gracias, Anne-Marie, ha sido un placer escucharte y bueno, pues muchas gracias por todo lo que nos has compartido hoy. Yo tengo una pregunta con relación a la traducción, que un poco en relación quizás con lo que ya decía el colega, pero más concretamente con relación a la traducción. Tú comentabas que en Francia en algún momento, pues bueno, se daba a memorizar estos textos religiosos
a todos esos hablantes de otras lenguas que no hablaban el francés, ¿no? Como lengua nacional, y eso tenía el objetivo de que aprendieran la lengua nacional. Me lleva a pensar en los contextos locales, ¿no? En México, como ya señalaban, pues bueno, tú sabes que hay muchísimas lenguas originarias en las que los niños pues están en contacto con textos en español constantemente, y en la actualidad se han creado muchas propuestas para escribir las lenguas indígenas con, con grafías del alfabeto, del mismo alfabeto del español, pues, ¿no? Pero es una práctica común que los docentes en aula hagan traducciones de textos que están en español o bien de mitos, cuentos locales, en fin, a las lenguas indígenas y viceversa, ¿no? Ocurre mucho, digamos, esta práctica de la traducción como una especie de práctica de educación bilingüe. Y por otro lado, en las ciudades, ¿no? Los estudiantes tienen que aprender inglés actualmente como una lengua obligatoria. Y una práctica también común de los estudiantes, que ha sido registrada por un estudiante acá, es que el profesor traduce constantemente, o sea, digamos, la práctica principal de la clase de inglés es traducir del inglés al español, del español al inglés. Entonces, ahí, pues bueno, me gustaría saber un poco cuál es tu perspectiva con relación a qué pasa con el aprendizaje de la lengua oral y de la lengua escrita en esa doble dimensión, digamos, del uso de recursos lingüísticos distintos. Hay muchas suspicacias con relación a qué tanto se aprende o no se aprende nada porque están traduciendo nada más, y ¿no? Como esta, digamos, sanción de mirar la traducción como una actividad que no es productiva para el aprendizaje. Pero ¿cuál es tu perspectiva con relación a eso? Muchas gracias. Alors, les gens qui travaillent sur la traduction disent tous la même chose. Premièrement, les traductions, c'est impossible, puisque les langues ont des modalités différentes, et en même temps, tout le monde traduit tout le temps. C'est-à-dire, c'est impossible et on le fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, moi, j'aimais beaucoup le texte de Paul Ricoeur, avec qui j'ai fait une partie de mes études de philosophie, qui disait que la traduction, c'est un problème d'hospitalité. C'est comme recevoir quelqu'un d'autre chez soi ou entrer chez quelqu'un d'autre. Et que donc, on ne doit pas considérer seulement la traduction du point de vue linguistique, formel, mais aussi du point de vue émotionnel, social, relationnel. Et que du coup, la question dans l'école, c'est de savoir quelle valeur les enfants accordent à une langue ou à une autre. Ce n'est pas parce que deux langues sont en interaction et qu'on traduit l'une dans l'autre que pour les enfants, les deux langues pèsent le même poids dans leur existence, qu'elles sont reconnues comme ayant la même valeur. En plus, il y a des langues qui sont des moments d'échange. Par exemple, je vois pour les enfants du Canada, de Québec, qui est un pays francophone, les adolescents, dans leurs jeux, dans leurs discussions, ils parlent tous en anglais. La langue des adolescents de la communication, c'est l'américain. En revanche, la langue de l'école obligatoire, c'est le français. Et les parents sont très inquiets de voir que finalement, ce qui est spontanément adopté comme la langue sociale des jeunes, ça n'est pas la langue qui est pratiquée à l'école, même si tout le monde est plus ou moins bilingue. Alors la question que je me pose, et laquelle je ne sais pas répondre, pour ces traductions du nahuatl en espagnol ou de mixtèque, etc., c'est comment les enfants et les familles ressentent ce bilinguisme de l'oral et ce bilinguisme de l'écrit. Parce qu'il y a des choses
qui pour le moment peuvent se dire très facilement dans une langue et très difficilement dans une autre. Par exemple, un cours de physique nucléaire, c'est très difficile en mixtèque, pour le moment. La question, c'est de savoir, est-ce que l'énergie qu'il faut dépenser pour inventer et pour qui un cours de physique nucléaire en mixtèque, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça a du sens pour ceux qui veulent continuer de parler de la cuisine, de la famille, des rituels locaux, des arbres, de la nature, des animaux en mixtèque, où là il y a tous les mots qu'il faut et qui quelquefois n'existent pas en espagnol. C'est bien qu'on voit bien qu'il y a la liaison. On ne peut pas traiter la langue sans la penser comme étant une réalité culturelle, alors seulement orale ou écrite, partiellement orale, partiellement écrite, ça dépend. Là, on est obligé de revenir sur des considérations, je dirais, particulières. La chose qui est quand même très importante, c'est que les enfants sachent que pour l'enseignant, il y a la prise en considération du multilinguisme de la société, de la famille, et que pour eux, c'est une richesse et non pas un obstacle. Pour moi, en France, une des choses qui me met le plus en colère contre les enseignants, quelquefois, c'est les enseignants qui pensent, par exemple, que les familles qui sont de langue étrangère, arabe, maghrébine, portugais, mais maintenant beaucoup Afrique noire, évidemment ukrainien et tout ce qu'on voudra qui est arrivé en France, que c'est un obstacle pour l'apprentissage des enfants au lieu de penser que c'est une aide. Et là, il y a un monolinguisme français. Vous voyez bien mon cas, hein. Moi je n'ai pas appris les langues, j'ai appris le latin et le grec, qui sont des langues qui ne se parlent pas, qui sont uniquement du côté de l'écriture. Et donc du coup, je parle un tout petit peu d'anglais, mais je n'ai jamais appris l'espagnol ni le portugais. J'ai dû me débrouiller à apprendre à lire des textes académiques en portugais et en espagnol, c'est possible, mais parler, pour moi, c'est terrible. D'autant que j'ai cette relation d'interdiction à la faute qu'on apprend, au solécisme, au barbarisme qu'on apprend quand on fait du latin ou quand on fait du grec. Et je pense qu'un des problèmes en France, c'est cette conception culturelle, je dirais, implicite, que la plupart des maîtres partagent, et qui est de penser que le plurilinguisme est une difficulté au lieu de penser qu'elle est une ressource. Et pour moi, là est la leçon de Ricoeur, sur la leçon de l'hospitalité. Voy a agradecer a quienes están escuchando esta conferencia en línea y bueno, hay muchos comentarios, pero me han pasado dos preguntas que quisiera darle a Anne-Marie. La primera viene de Isabel Frade. Está en portugués, pero lo voy a leer en español, lo voy a traducir. Puede decirse que los infantes, las crianzas, aprenden cada vez más precozmente a usar las tecnologías y están siendo alfabetizados tecnológicamente. Y al mismo tiempo no aprenden tan espontáneamente el sistema de escritura. ¿Podemos colocar las tecnologías a favor de la alfabetización convencional o estamos en disputa? Tu veux que le second aussi? Il y a une technologie que j'ai vue fonctionner très peu, mais qui existe et qui, à mon avis, aurait énormément intéressé Emilia. C'est la technologie de la synthèse vocale. C'est-à-dire qu'on apprend aux enfants ou aux adultes à
devant un appareil, il doit apprendre la voix de la personne qui parle, et après on peut dicter et on voit le texte en train de s'écrire. Pour les enfants, c'est une chose, alors ils doivent apprendre à parler lentement, parce que le texte ne va pas à la vitesse de la conversation, mais on voit très bien les effets en retour qui se passent lorsque l'enfant voit comment ce qu'il dit s'inscrit immédiatement devant ses yeux sur la page, avec en même temps quelquefois pour la mauvaise prononciation, des incompréhensions ou des erreurs que l'appareil va corriger. Il me semble que ça pourrait être un de ces lieux de réflexion pédagogique pour voir qu'est-ce que ça produit en retour sur la conscience que l'enfant a de sa propre production orale écrite. Alors, on a pu faire les choses de manière beaucoup plus empirique lorsque on n'avait pas ces appareils de synthèse vocale. Quand un adulte écrivait, l'enfant dicte et un adulte écrit. Et à mon avis, toute cette lignée-là, une des premières choses, c'est une chose qui n'a pas été travaillée par Emilia, me semble-t-il en tout cas, c'est le problème de la lenteur de l'écriture par rapport à la vitesse de la parole. Et ça, c'est un choc pour les enfants de percevoir à quel point le rythme de production de l'écrit est un rythme qui est disjoint, déconnecté du rythme de production de la parole qui va très vite, qui va de plus en plus vite. Et pour ralentir et maintenir une production, il est nécessaire de fixer un texte en mémoire. Je dois, quand je commence une phrase, pouvoir la tenir syntaxiquement jusqu'au bout. Et ça, c'est une chose que l'oral n'apprend pas si facilement que ça. Donc il y a je dirais à Isabelle, il y a des technologies qui pourraient être de nouvelles aides à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture au lieu d'être en disjonction par rapport à elles. Hay una pregunta más de los que están en línea. Si pueden esperar un minuto más, ya sé que es la una. C'est en français, donc tu peux le lire. Ah, oui. Oui. Alors, tu le traduis? Ah, la traduit. D'accord. Oui, oui. Alors, oui, je vais le dire en français, c'est ça. Si possible, j'aimerais qu'Anne-Marie commente un peu la pertinence. Alors, j'aimerais qu'Anne-Marie commente un peu la pertinence de la psychogénèse de l'écriture plus de 40 ans après la publication de l'ouvrage original en espagnol. ¿Está bien? Sí. Merci pour la question. Je sais. 40 ans, c'est beaucoup et c'est très peu. C'est-à-dire que moi, nous lisons le livre de Piaget. Les livres de Piaget, c'est beaucoup plus que 40 ans. C'est 100 ans maintenant déjà. Les livres de Jean-Jacques Rousseau, c'est 2 siècles. Les livres de Platon, c'est remonté au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il y a des livres que nous lisons. Alors, le problème, c'est l'usage. Le problème n'est pas au moment où les premiers livres d'Emilia sont sortis. Moi, le premier que j'ai lu, c'est avec Anna Teberovsky, le livre avec Anna. En fait, je pense que j'ai mis du temps, non pas, j'ai compris le livre, il me semble, directement, mais ce que je ne savais pas faire, c'était qu'est-ce que je vais faire de ce savoir dans ma vie de professeur.
qui forme des instituteurs et qui ne veut pas faire de la didactique appliquée avec Emilia. Et en fait, c'était plutôt revenir sur le principe de la réflexion sur l'action de l'élève. Pour moi, elle a confirmé ce que je savais intuitivement, c'est que les maîtres excellents que j'ai rencontrés, les maîtres excellents sont toujours des maîtres qui ont une mémoire singulière des enfants. Ce sont des maîtres, je peux les rencontrer 2 ans après qu'ils aient passé une classe et à qui je demande, tu te rappelles la petite Amelia, comment elle a... Ah oui, elle avait des problèmes cette petite, mais ça a dû être réglé. Je me rappelle d'elle, elle faisait cela. Cette mémoire que les maîtres ont, une mémoire singulière des enfants, relève de pratiques pédagogiques qui ne sont pas forcément inspirées de Emilia Ferrero, parce que souvent les maîtres ne savent même pas qui est Emilia Ferrero. Mais ils ont trouvé ce que Emilia a développé scientifiquement, je dirais, sur l'analyse de la psychogénèse, c'est qu'il faut se situer du côté de la production de l'enfant. Alors évidemment, le fait d'avoir intégré dans notre culture écrite maintenant les étapes de la psychogénèse, c'est quand même un avantage prodigieux, parce que ça veut dire que quand on voit un enfant gribouiller et qu'il a 2 ans et demi, au lieu de dire bon, c'est moche, ou c'est n'importe quoi, ou c'est rien, on se demande qu'est-ce qui est en train de se passer. On a réveillé la curiosité. Et ça, déjà, c'est un bénéfice éducatif, et pas scientifique, mais un bénéfice éducatif énorme. Après, ça ne suffit pas pour devenir clinicien. De ce côté-là, le livre d'Emilia m'a bien convaincu que ce type de recherche relevait d'une spécialité scientifique que je n'aurais jamais, parce que elle demande de pratiquer la recherche d'une certaine façon et donc de dépenser du temps. Mais ce que j'ai compris aussi, c'est que cette recherche spécifique de Emilia n'était pas incompatible avec d'autres recherches spécifiques sur la langue écrite qui ne sont pas sur la même interrogation, sur le même objet. C'est-à-dire qu'elle coexiste parfaitement bien avec d'autres modes d'entrée qui font que son point de vue a été pour moi essentiel dans mon histoire professionnelle, mais il n'est jamais devenu le dogme de référence unique, et il m'a toujours permis, au contraire, de lire des linguistes, de lire des gens qui travaillaient aussi sur la psychomotricité du geste de l'écriture, sans percevoir de contradiction. Peut-être pour moi, c'est ça le point le plus important, c'est de ne pas penser qu'une théorie élimine d'autres théories parce qu'elle travaille sur un autre objet que l'objet sur lequel travaille le chercheur. C'est ça la leçon pour moi d'Emilia, c'est le respect de l'objet propre de chaque recherche qui ouvre un espace de savoir, mais qui est aussi un espace de liberté en même temps qu'un espace d'exigence. Me parece excelente conclusión de esta jornada, de esta primera conferencia del día. Y les agradezco muchísimo su presencia, su atenta escucha que he visto. Y a las traductoras también muchísimas gracias. Voilà, très bien.